Salut, alors aujourd'hui on va voir plusieurs techniques pour avoir une routine matinale et comment la garder sur le long terme et de manière générale, comment faire pour former des habitudes, comment les garder, comment rentrer dans des bonnes boucles d'habitudes. Pour ça je vais te montrer 4 extraits du programme Résolution, 4 extraits de vidéos que j'ai coupés, raccourcis, accélérés. Je te laisse regarder les 4 extraits, j'en dis pas plus. Si ça t'intéresse de voir ces vidéos complètes, ces 4 vidéos complètes et en plus de ça, plus de 52 vidéos que j'ai tournées au cours de l'année sur plein de sujets différents comme la déprocrastination, la méditation, l'organisation, la productivité, etc. Tu peux cliquer sur les liens qui vont apparaître dans le i, puis en dessous dans la description. Tu auras accès à plein de vidéos un peu du même type sur tous ces trucs là qui sont liés à la motivation, la volonté, le développement personnel, etc. Donc voilà, je te laisse regarder ces 4 extraits en espérant que ça te serve et que tu les mettes en pratique, et on se retrouve juste après. Salut, alors je viens de finir ma routine matinale, je sors d'une petite douche froide et aujourd'hui on va parler de ça. Là je viens de finir ces différents trucs. J'ai un petit tableau, voilà, je mets mes objectifs du jour. 40% de nos actions sont nos habitudes, c'est ce qu'on fait de manière répétitive. C'est vrai que de manière générale, si on observe objectivement ce qu'on fait dans une journée, c'est plutôt un peu tous les jours la même chose. Et donc, plutôt que d'utiliser sa volonté pour avoir une influence sur les 60% restants, autant juste créer de bonnes habitudes pour que ces 40% de la journée soient des trucs qui te rendent heureux, qui te rendent productif, qui te rendent créatif, peu importe, mais que ce soit des trucs utiles pour toi, des trucs positifs pour toi. Et avant de réfléchir à comment avoir de la volonté sur le reste de la journée, autant se concentrer sur ces 40% qui vont rester peut-être toute ta vie en fait. Et en tout cas au moins là pendant 30 jours, on va essayer de les créer, ou alors pour ceux qui en ont déjà, de les améliorer, pour justement avoir moins besoin de volonté. Tu vois, la volonté, l'autodiscipline c'est très bien, mais voilà, c'est seulement un peu plus de la moitié de l'équation, il y a tout le reste, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce mois-ci. Cette routine, pour moi, cette routine matinale, elle est vraiment minimale. Je me force pas à faire énormément d'écriture, énormément de méditation. En général, je vais mettre un petit réveil pour que ça dure, je sais pas, 5-10 minutes. Et si je veux que ça dure plus longtemps, ça va durer plus longtemps. Mais si un matin, je dois vraiment me presser, je dois vraiment faire quelque chose après, et je vais accélérer, je vais faire en sorte de juste écrire, on va dire, 2-3 lignes, de méditer 5 minutes, de faire voilà une dizaine de pompes. Je suis capable aussi de réduire ça vraiment au minimum. C'est une manière pour moi de rester dans cette habitude, quoi qu'il arrive. En fait, l'important quand tu définis ta routine matinale, c'est que là, on va faire un truc pour un mois, mais il faut vraiment que tu penses à un truc qui soit possible toute ta vie, un truc qui soit possible en voyageant. L'idée c'est pas de faire un truc exceptionnel, c'est de faire quelque chose de relativement simple, quelque chose que tu pourras reproduire partout et dont tu vas pas sortir, parce que souvent quand on respecte pas sa propre routine matinale, ce qui se passe c'est qu'on rentre dans une spirale négative. Vraiment ce qu'il y a autour de cette routine matinale, c'est que le mot routine n'est peut-être pas très bien. C'est vrai que le concept de Miracle Morning est peut-être plus sympa parce que c'est pas vraiment une routine en fait, c'est plus quelque chose que tu vas sculpter avec le temps, c'est plus une habitude que tu vas améliorer, que tu vas optimiser. Je pense un peu moi à la manière au maître sushi en fait, qui tous les jours vont faire le même geste, la même manière de faire le riz, la même manière de couper le poisson, mais en fait c'est pas vraiment la même chose tous les jours, ils sont en train d'améliorer de manière très sensible leur art. Parce qu'en fait c'est les deux seules choses que tu contrôles dans la journée, le matin et le soir. Le matin parce que c'est le matin que t'as le plus de volonté, t'as pas d'interruption, t'as rien qui te gêne encore l'esprit. C'est vrai que quand tu veux avoir une vie un petit peu mouvementée, un petit peu ambitieuse, où tu vas faire des choses nouvelles, où tu vas sortir de ta zone de confort, c'est encore plus important d'avoir une routine particulière. Parce que souvent les gens vont avoir un problème avec l'idée de routine en se disant non mais la routine c'est pas pour moi je suis quelqu'un d'aventurier, je veux des trucs nouveaux, etc. Mais justement, plus t'es aventurier, plus t'as besoin d'une routine. Et les gens qui ont pas de routine ont justement beaucoup moins la capacité à faire des choses folles, à faire des choses qui vont leur faire peur, à faire des choses qui vont les sortir de leur confort zone, parce qu'ils ont pas cette assurance du matin et du soir, qui est de faire tous les matins et tous les soirs la même chose, qui les rend bien, qui les rend heureux, qui leur permet d'avoir une vision plus claire de la journée. Et ce qui est assez fou en fait avec les trucs que moi j'ai choisi, qui sont en particulier l'écriture et la méditation, c'est que t'as vraiment l'impression que la journée est plus longue en fait, que t'as plus de temps, parce que t'as une vision plus claire des choses. Pour moi un truc très important du coup dans le matin, c'est l'écriture, c'est vraiment le premier truc par lequel je commence le matin. Voilà, c'est pas l'essentiel de ma journée, c'est vraiment le début et la fin. Il faut faire attention avec ça, parce que je dis ça parce que souvent les gens qui veulent créer une routine matinale, ils vont faire un truc beaucoup trop long, qui va leur prendre toute leur journée, et ils vont essayer de cadrer toute la journée heure par heure. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais pour la plupart des gens ça marche pas parce que ça les rend fous. L'idée c'est vraiment de cadrer le début et la fin pour faire entre guillemets n'importe quoi, ou être totalement libre et faire des trucs fous au milieu de la journée. Donc ça s'intègre totalement avec l'idée de sortir de sa comfort zone, et l'idée c'est d'utiliser cette routine pour être plus courageux aussi. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Écris-moi dans les commentaires quelle est ta routine matinale, comment tu l'as choisie, comment elle est logique pour toi. Écris bien le minimum que tu veux faire et l'objectif réel de ta routine.
essaye vraiment d'avoir des objectifs minimum viables, tu vois, que tu peux faire dans tous les cas, en voyage, quand t'es malade, etc. Et éventuellement aussi partager avec nous ta routine. Voilà, à bientôt. Salut, alors aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une habitude et surtout pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça une habitude dans le cerveau humain. Puis on va aussi voir que c'est impossible d'oublier comment faire du vélo et en quoi ça a un rapport avec tout ça. Tout d'abord, pour bien expliquer comment l'habitude est quelque chose de différent de la mémoire et que voilà, l'être humain est dominé à la fois par sa mémoire, par sa raison mais aussi par ses habitudes, on va prendre le cas d'Eugène qui permet de bien comprendre en fait que l'habitude c'est quelque chose qui pendant des années, des siècles a été complètement négligé au service de la mémoire alors que c'est quelque chose de très important. Donc Eugène c'est quelqu'un qui était amnésique, qui se rappelait pas de tout ce qui lui était arrivé après avoir eu un accident et qui même du jour au lendemain pouvait oublier toute sa journée et qui avait une mémoire finalement qui marchait que sur le très court terme, hein, sur moins d'une minute. Donc Eugène avait de graves problèmes parce qu'en fait il avait quasiment pas de mémoire. Néanmoins, ce qu'on a observé c'est que Eugène était capable de sortir de chez lui, de faire une petite balade pendant 20 minutes et ensuite de rentrer chez lui. Alors qu'en fait il avait pas du tout d'idée de la géographie de son quartier, il était incapable de dessiner un plan de son quartier et il se rappelait parfois même pas avoir fait une balade et pourtant il était capable de faire ça. Et on a observé qu'il était capable de faire certaines choses comme s'il avait de la mémoire alors qu'en fait il n'en avait pas. Les médecins ont été intrigués par ça, ils ont décidé de vraiment tester ça et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vraiment fait avec lui un jeu de mémorisation. Alors je sais pas si toi tu connais ça. Ce qu'a vécu Eugène, c'est un peu comme si, là je te montrais mes deux mains, et je te disais voilà, derrière l'un des doigts de ses mains, il y a quelque chose d'écrit. Il y a un petit truc qui est écrit quelque part sur ses mains. Bon, imaginons que tu n'as aucune mémoire de ce qu'il y a écrit derrière mes deux mains, parce que tu l'as jamais vu. Imaginons que tu choisisses un de mes doigts au hasard, et que tu te dises, ok, c'est là qu'il y a écrit quelque chose. Donc le doigt en question, c'est celui-ci, je sais pas si tu avais deviné, où il y a écrit un petit truc. Et voilà, imaginons que tu n'as aucune mémoire du truc et que tu as choisi le bon doigt. Ça serait un peu effrayant. Mais en fait, Eugène, c'est ce qu'il vivait à chaque fois. Il avait cette capacité à deviner quel était le bon objet, quel était l'objet qu'il devait choisir, mais en même temps, il avait zéro mémoire de pourquoi est-ce que c'était cet objet et pas un autre. Il savait pas ce qu'il y avait derrière, et voilà, il visualisait pas du tout que c'était le bon objet. Et pourtant, il le choisissait bien. Donc c'est une expérience très bizarre à vivre, hein, parce qu'en fait, lui, il a remarqué que effectivement dans 90% des cas ça marchait, et les médecins lui disaient ça, ils demandaient mais comment ça se fait que j'ai raison à chaque fois, comment ça se fait que je me trompe pas à chaque fois alors que je choisis un peu au hasard et que j'ai aucune mémoire du truc. Voilà, il comprenait pas vraiment, et puis les médecins lui ont demandé aussi qu'est-ce qui se passe, quel est ton processus mental, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu choisis le bon objet. Lui ce qu'il disait c'est qu'il avait zéro vision, zéro mémoire, mais il avait une intuition, il était comme obligé, comme attiré par certains objets, et du coup il choisissait les bons objets. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui dominent nos actions, qui n'ont rien à voir avec la mémoire, mais qui peuvent être très facilement confondues avec la mémoire. En réalité, ça se passait chez Eugène, ses choix d'objets, ça se passait à un niveau beaucoup plus profond que la mémoire. Ça se passait au niveau des ganglions de base, ça se passait vraiment au cœur de son cerveau, c'est quelque chose de plus ancestral que la capacité de mémorisation. Donc pour expliquer ça, il y a aussi une autre expérience qui a été faite sur des souris, où on voit que des souris... Donc en fait, un des trucs importants pour l'habitude, et qui est très motivant pour construire des habitudes, c'est que des habitudes, c'est vraiment toi en fait, c'est tout ce qui restera de toi si on efface ta mémoire. C'est vraiment les choses qui sont le plus centrales en toi. Si tout disparaît, il ne restera que ça, c'est le seul truc qui restera de toi. Donc c'est vraiment ton identité en quelque sorte, tes habitudes. Donc la question qui se pose à ce moment-là, quand on a bien compris que c'était très important et aussi que c'est pas quelque chose qu'on peut effacer, c'est de comprendre comment on peut faire pour écrire de nouvelles habitudes, et en particulier pour écrire de nouvelles habitudes sur de mauvaises habitudes qu'on a pu avoir. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler d'habitudes, et en particulier de l'habitude de se brosser les dents. Pourquoi? Parce que c'est un truc vraiment important, parce que c'est peut-être l'habitude la plus impressionnante qui s'est développée pendant le siècle, ou plutôt pendant le siècle dernier déjà, et elle s'est développée grâce à deux trucs. Et du coup dans plein de dentifrices, il y a un truc qui est totalement inutile, qui n'apporte absolument rien à ta santé, qui est cette petite sensation acidulée, citronnée qu'il y a dans les dentifrices. Il y a un autre truc très important, c'est que avant en fait les gens ils se brossaient pas les dents parce qu'ils n'avaient pas le sentiment d'avoir quelque chose de sale sur les dents. Alors qu'aujourd'hui, tous les matins quand tu te lèves, il y a peut-être une sensation que tu as,
c'est d'avoir une petite pellicule en fait sur la surface de tes dents qui fait que tu es convaincu que tes dents sont sales et que tu dois absolument les laver. Bah ça, faut bien comprendre que pendant des siècles et des siècles, les hommes et les femmes, ils avaient ce petit film sur les dents et ils s'en fichaient totalement. Ils considéraient pas du tout ça comme malpropre. Alors c'est bien de le laver, et les dentistes le confirmeront, mais c'est quelque chose, en fait on s'en foutait avant et on considérait pas ça comme ça. Et en fait à un moment donné, ce qu'ont fait les publicitaires qui voulaient vendre cette brosse à dents, c'est qu'ils se sont dit, pour déclencher ces habitudes, pour que ça devienne un comportement vraiment quotidien des gens, mais il va falloir lier ça à un déclencheur particulier, à une sensation particulière, et la sensation qu'ils ont trouvée c'est celle-ci. Il y a les premières affiches de publicité autour de la brosse à dents, c'est ça, c'est touchez vos dents avec votre langue et vous allez sentir un petit film. Et il suffit de gratter un petit peu et ce film va partir. Et bien ce film c'est de la saleté et notre brosse à dents est là pour l'enlever. Et du coup avec ce petit truc, ils ont créé une habitude parce qu'ils avaient un déclencheur extrêmement efficace. Et donc pour n'importe quelle habitude que tu veux essayer de créer, le sport, l'écriture, bien manger, etc., il faut que tu te poses ces deux questions. Voilà, simplement te dire que voilà, à chaque fois que tu vas faire ton habitude, il faut te donner une carotte à la fin, une petite récompense. Alors je sais que plein de gens ne veulent pas faire ça parce qu'ils se disent mais moi je suis pas un enfant, je suis grand, j'ai pas besoin de ça. Sauf que si on est tous des petits enfants, on a tous besoin d'un petit truc pour déclencher ces habitudes. Ça va pas se faire tout seul par magie, simplement parce que on estime que voilà, il suffit de répéter l'habitude pendant longtemps. Alors la répétition tous les jours de la même routine, ça marche, c'est efficace. Mais ce qui est encore plus efficace, c'est d'avoir cette petite carotte à la fin, cette petite sensation acidulée qui te donne ce sentiment d'avoir fait ce que tu devais faire aujourd'hui. Salut, alors aujourd'hui on va parler du truc le plus important pour créer une bonne habitude, c'est le système de récompense. Donc on a déjà vu dans la dernière vidéo qu'une bonne habitude c'est un déclencheur, une séquence d'action et une récompense. Et le truc le plus important qui va faire que tu vas maintenir une habitude sur le long terme, c'est évidemment de répéter ce cycle-là, mais c'est aussi que dans ton cerveau, ce cycle-là va se compacter à tel point que tu vas confondre la récompense avec le déclencheur. Si par exemple on essaie de créer une habitude chez des souris et on l'a testé parce qu'on a mis des électrodes dans leur cerveau, on a essayé de créer des habitudes chez elles par rapport au fait de se repérer dans un labyrinthe et d'avoir à la fin du labyrinthe un morceau de fromage, on a observé qu'au début, pendant les premiers jours de l'expérience, elles avaient une récompense cérébrale, un pic d'activité cérébrale seulement à la fin, quand elles obtenaient le bout de fromage, mais avec le temps, plus le temps avançait, plus elles répétaient ces actions, ces habitudes, et plus la récompense cérébrale, le pic d'activité cérébrale, il venait dès le début, dès qu'elles avaient le déclencheur, dès qu'elles entraient dans le labyrinthe. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est vraiment la clé pour déclencher une habitude. Parce que évidemment, la récompense, ça nous intéresse tous, de manger un truc bon, d'avoir une bonne sensation d'accomplissement, etc. Mais ce qui va faire que tu vas faire toutes les actions derrière qui vont mener à cette récompense, c'est que ton cerveau va commencer à confondre les actions avec la récompense et le déclencheur avec la récompense. Tes habitudes, tout d'un coup, ça va devenir juste quelque chose de facile, de positif, et ce sera pas une routine difficile à mettre en place. Donc ça c'est important de le comprendre. Et il y a une histoire qui est assez intéressante au sujet de ces routines et de ce système de récompense, et la manière dont ça a été utilisé, notamment par des gens du marketing autour de la marque Febreze. Febreze, donc c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à ça et d'utiliser ces concepts pas pour vendre des produits mais pour soi-même en fait, comprendre ce système de récompense qui peut te faire plein de choses positives, voire des choses qui demandent beaucoup d'efforts habituellement et qui sollicitent pas forcément des sensations très positives à la base, et c'est une très bonne manière en quelque sorte de hacker ton cerveau, d'utiliser ce système là. Ensuite il y a un dernier point très important sur ce sujet des habitudes, c'est que même si tu arrives à créer ces habitudes et à les maintenir sur le long terme, il y a un point qui est aussi très important, c'est ta capacité à maintenir ces habitudes même quand tu es dans une situation de tempête en fait, parce que tous ces trucs là, tous les trucs dont on a parlé pendant ce mois-ci au sujet des habitudes, typiquement ça marche dans un contexte habituel. Et toute la difficulté de maintenir une habitude sur le long terme, c'est de la maintenir aussi dans les périodes de tempête, dans les périodes où toutes les habitudes vont avoir tendance à valser parce que tu vas te coucher plus tôt, plus tard, parce que tu vas voir des gens, parce que tu vas faire des trucs complètement différents, parce que tu vas voyager. Et le vrai problème, la vraie question, c'est comment tu vas faire pour maintenir ces habitudes dans ces périodes de tempête. Et bien là, dans ces périodes-là, tout ce qu'on a vu pendant ce mois-ci, en fait, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et c'est un truc qui a été étudié notamment en observant un groupe qui s'appelle les Alcooliques Anonymes. Je sais que c'est pas une référence pour tout le monde, mais il se trouve que dans les faits,
ce que nous dit Charles Duhigg, mais c'est pas le seul, c'est le groupe de formation d'habitude le plus puissant du monde. C'est des gens qui se réunissent pour arrêter de boire de l'alcool, qui est une substance très addictive. Et la solution pour eux, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des trucs et que tu vas les mettre en pratique. Si tu veux voir ces 4 vidéos complètes, bah tu peux aller sur Résolution, sur le site, le lien est dans le i, il apparaîtra là aussi, et c'est dans la description aussi. Tu vas pouvoir donc avoir accès à ces vidéos complètes, et en plus de ça, plus de 52 vidéos sur tous les sujets liés au développement personnel. Ce mois-ci on parle de méditation, on a déjà parlé aussi d'alimentation, de nutrition, de tous les trucs qui sont liés à la volonté et à la science, à la psychologie positive de la volonté. Je fais plein de petits résumés de livres et je parle d'expériences scientifiques sur le sujet, je parle aussi de mes propres expériences pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc voilà, je t'invite à regarder ça dans les liens ici et là, et je te dis à très vite de l'autre côté.